Le texte disait « Dîner de famille ce soir. Il est temps d'arrêter de faire la malade. » Maman a ajouté « Ta cousine cumule 2 emplois. » Je n'ai rien dit. Au dîner, papa a saisi mes flacons de médicaments et les a jetés. Une femme à la table d'un accent grave côté s'est levée « Je suis le docteur Chen, chef du service de cardiologie. Je soigne la grave maladie cardiaque de votre fille depuis 9 ans. Lui prendre ses médicaments est une négligence criminelle. » Le visage de papa est devenu blême, parce que... Et tout le monde, Elisabeth ici. The Last Log raconte des histoires qui vous laisseront sans voix. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous et c'est parti. Mon téléphone a vibré à 15h47 un mardi. Le SMS de papa était court, direct et exactement ce à quoi je m'attendais depuis 9 ans, dîner de famille ce soir. Il est temps d'arrêter de faire semblant d'être malade. Je fixais le message pendant que mon moniteur cardiaque émettait un bip régulier à côté de mon bureau. Ce petit appareil enregistrait chaque battement irrégulier, chaque arythmie, chaque moment où mon cœur endommagé luttait pour maintenir un rythme normal. C'était devenu un bruit de fond dans ma vie, comme respirer, comme exister. Le SMS de maman arriva 30 secondes plus tard, ta cousine Jessica travaille 2 emplois à temps plein et ne se plaint jamais. C'est le 65e anniversaire de papa. Sois là à 18h. Habille-toi bien. Je ne dis rien. J'avais appris il y a des années que répondre ne faisait que leur donner des munitions. Mon appartement était silencieux, à l'exception du ronronnement du purificateur d'air dont j'avais besoin pour prévenir les complications respiratoires. Des flacons de médicaments tapissaient mon comptoir de cuisine, soigneusement alignés, bêta-bloquants, inhibiteurs de l'ECA, anticoagulants, diurétiques. Chacun me maintenait en vie. Chacun, ma famille le croyait, était une preuve de faiblesse. Je pris mon téléphone et appelai la seule personne qui comprenait, le bureau du docteur Chen. La réceptionniste répondit. Bonjour Sarah, c'est Emma Richardson. Le docteur Chen est-elle disponible? Elle est en chirurgie, mais elle a laissé des instructions disant que vous pouvez toujours la joindre. Tout va bien? Ma famille organise un dîner d'anniversaire ce soir. Ils m'ont envoyé des SMS me reprochant de faire encore semblant d'être malade. Il y eut une pause. Sarah travaillait pour le docteur Chen depuis 12 ans. Elle connaissait mon dossier. Elle connaissait l'historique de ma famille en matière de déni médical. Où a lieu le dîner? Chez Marcello, le restaurant italien de la 5e avenue. Je le ferai savoir au docteur Chen. Elle avait de toute façon une réservation tardive là-bas ce soir. Elle gardera un œil. J'aurais dû ressentir un soulagement. Au lieu de cela, je ressentis l'épuisement familier de devoir prouver à nouveau que ma maladie existait. J'avais 19 ans lorsque mon cœur a flanché pour la première fois. C'est arrivé pendant ma 2e année de collège. J'étudiais pour les examens finaux, faisant des nuits blanches comme tous les autres étudiants. Puis un matin, je me suis réveillé et je ne pouvais plus respirer. Ma colocataire m'a trouvé, les lèvres bleues et inconscientes, sur le sol de notre chambre de dortoir. L'ambulance est arrivée en 6 minutes. Ils m'ont choqué 2 fois avant que mon cœur ne retrouve son rythme. Le diagnostic est tombé 3 jours plus tard, cardiomyopathie dilatée avec dysfonctionnement ventriculaire gauche sévère. Ma fraction d'éjection, la mesure de la quantité de sang que mon cœur pompe à chaque battement, était de 25%. La normale est de 55 à 70%. Le mien était défaillant. Le docteur Sarah Chen, chef de cardiologie à l'hôpital presbytérien, a pris mon cas personnellement. Elle était directe, brillante et refusait de minimiser quoi que ce soit. Votre cœur est dilaté et faible, avait-elle expliqué, en affichant mes images d'échocardiogramme. Nous ne savons pas pourquoi cela s'est produit. Parfois, c'est viral, parfois génétique, parfois idiopathique. Mais voici ce que nous savons, sans une observance stricte des médicaments, une surveillance attentive et des modifications importantes du mode de vie. Vous risquez une insuffisance cardiaque, une transplantation ou la mort dans les 5 ans. J'avais 19 ans. Je n'avais jamais été malade un seul jour de ma vie. La réaction de ma famille fut immédiate et brutale. Tu es trop jeune pour avoir des problèmes cardiaques, dit papa dans ma chambre d'hôpital, les bras croisés. Les médecins sont trop prudents. Tu as probablement juste eu une crise d'anxiété. Maman hocha la tête. Ta cousine Amanda a aussi eu des crises de panique à l'université.
Elle avait juste besoin d'arrêter d'être si dramatique. Mon frère Marcus ricana. Le timing est opportun. Juste avant les examens. On dirait que quelqu'un voulait de l'attention. Le docteur Chin se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle s'avança, sa voix glaciale. Monsieur Richardson, le cœur de votre fille fonctionne à moins de la moitié de sa capacité. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas du stress. C'est une maladie cardiaque potentiellement mortelle qui nécessite une intervention immédiate et une prise en charge à vie. Papa l'écarta d'un geste de la main. Les médecins exagèrent toujours. C'est une question de facturation. C'était il y a 9 ans. Au cours de ces 9 années, j'avais été hospitalisé 14 fois. J'avais subi 3 cathétérismes cardiaques, 2 cardioversions, et j'étais passé à quelques heures d'une transplantation d'urgence une fois. J'avais porté un gilet de sauvetage, un défibrillateur externe, pendant 6 mois. Je m'étais effondré en public plus de fois que je ne pouvais les compter. Et à travers tout cela, ma famille insistait sur le fait que je faisais semblant. Ce que ma famille ne savait pas, ce dont elle n'avait jamais pris la peine de se soucier, c'était ce que j'avais bâti. Malgré ma maladie, je ne pouvais pas occuper des emplois traditionnels. Rester debout pendant 8 heures était impossible. Le travail physique pouvait me tuer. Même les emplois de bureau étaient risqués lorsque le stress pouvait déclencher des arythmies nécessitant une intervention d'urgence. Alors, j'étais devenue créative. Pendant mes séjours à l'hôpital, j'avais lancé un blog de défense des patients. J'écrivais sur la navigation des refus d'assurance, la recherche de spécialistes, la gestion des coûts de médicaments, la vie avec une maladie invisible. Cela a résonné auprès des personnes qui se sentaient ignorées par le système de santé. En 1 an, j'avais 50 000 abonnés. En 3 ans, de grandes organisations de défense des patients me demandaient de les consulter sur leur campagne. La 5e année, j'avais écrit un livre, La voix des patients, naviguer la maladie chronique dans un système qui ne vous croit pas. Il avait atteint la liste des best-sellers du New York Times. J'avais été invité à prendre la parole lors de conférences médicales, dans des systèmes hospitaliers et pour des sociétés pharmaceutiques sur les soins centrés sur le patient. L'année dernière, j'avais fondé la Fondation Richardson, une organisation à but non lucratif qui fournissait une aide financière aux patients atteints de maladies chroniques confrontés à la faillite médicale. Nous avions levé 3,2 millions de dollars et aidé 847 familles. Je gagnais confortablement ma vie grâce aux honoraires de conférences, au consulting et aux redevances de livres. J'avais une excellente assurance maladie. Je vivais de manière indépendante dans un appartement accessible. Mais pour ma famille, j'étais juste Emma la malade qui ne pouvait pas conserver un vrai emploi. J'avais cessé d'essayer de les corriger. Le fossé s'était creusé trop largement. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir, une fille qui les décevait en étant faible. Ce que j'avais appris en 9 ans, vous ne pouvez pas forcer les gens à voir votre valeur quand ils sont déterminés à voir votre échec. J'arrivais chez Marcelo à 18h02. Mon étui à médicaments était dans mon sac à main. Je prenais mes doses à 18h et 22h, sans faute. Manquait une seule dose et mon rythme cardiaque se déstabilisait. Le restaurant était élégant mais décontracté, avec un éclairage chaleureux et une odeur d'ail et de pain frais. Je repérai immédiatement ma famille à une grande table de coin. Papa me vit et son expression s'aigrit. Je m'approchai avec précaution. J'avais appris à me ménager, trop vite et mon rythme cardiaque montait dangereusement. J'avais l'air en bonne santé pour les gens qui ne savaient pas. C'était une partie du problème. Tu es là, dit maman, son ton suggérant que j'avais dérangé tout le monde. On avait presque abandonné. Joyeux anniversaire, papa, dis-je doucement, en posant la carte que j'avais apportée. Il ne l'ouvrit pas. Tu portes un jean pour mon dîner d'anniversaire. Je portais un jean foncé et une jolie blouse. Les vêtements les plus extensibles et confortables que je possédais et qui restaient présentables. Tout ce qui avait une taille serrée comprimait ma poitrine et rendait la respiration plus difficile. Je suis désolé. C'était ce que j'avais de plus approprié et dans lequel je pouvais respirer. Marcus rit. Toujours les mêmes excuses. Certaines choses ne changent jamais. Ma cousine Jessica, celle qui travaillait apparemment 2 emplois sans se plaindre, semblait mal à l'aise. Peut-être que nous pourrions juste commander ? Bonne idée, dit papa. Emma, tu t'assois au bout.
Nous ne voulons pas que tu interrompes la conversation avec tes besoins médicaux. Je pris le siège indiqué sans discuter. Le docteur Chin m'avait envoyé un SMS disant qu'elle était au restaurant, mais à une autre table. Je la repérai de l'autre côté de la salle à manger. Elle s'était placée de manière à pouvoir voir clairement notre table. Elle me fit un signe de tête subtil. Le dîner commença mal et se détériora. Papa commanda du vin pour tout le monde. Quand je demandai de l'eau à la place, il soupira bruyamment. Bien sûr. Tu ne peux même pas prendre un verre de vin pour fêter l'anniversaire de ton père. L'alcool interfère avec mes médicaments pour le cœur, dis-je doucement. Tout interfère avec quelque chose selon toi, intervint maman. Jessica, raconte à Emma ta nouvelle promotion. Jessica se déplaça inconfortablement. Je viens d'être promue assistante manager dans 2 emplois. Maman insista. 2 emplois et elle n'a jamais appelé pour dire qu'elle était malade. Pas une seule fois. L'implication planait lourdement, contrairement à toi. Je vérifiai ma montre. 18h28. Je devais prendre mes médicaments à 18h30. Je sortis discrètement mon pilulier. La main de papa claqua sur la table. Tu vas vraiment prendre ces pilules à table? À mon dîner d'anniversaire? Je les prends à la même heure tous les jours. Il est 18h30. Si je manque la fenêtre, mon rythme cardiaque. La voix de papa fut assez forte pour que les tables voisines se tournent. J'en ai marre de la routine des pilules. J'en ai marre des excuses. J'en ai marre que tu utilises ta soi-disant maladie pour ne pas vivre comme une personne normale. Mon rythme cardiaque s'accéléra. Je pouvais le sentir. Le battement irrégulier, le saut, la façon dont mon pouls martelait de manière inégale dans ma poitrine. Papa, je dois les prendre. Il traversa la table et attrapa mon pilulier. Non, pas ce soir. Ce soir, nous avons un dîner de famille normal santé drame. Rendez-les-moi. Ma voix était plus ferme que je ne me sentais. Tu n'en as pas besoin. Tu as fait de cette histoire de cœur un prétexte pendant 9 ans. Il se leva, se dirigea vers le poste du serveur voisin et jeta mes flacons de médicaments à la poubelle. Le restaurant devint silencieux. Je ne pouvais pas respirer. Non pas à cause de la panique, mais parce que mon cœur réagissait déjà au stress et au manque de médicaments. Je sentais l'arythmie commencer, ce rythme dangereux qui nécessitait une intervention immédiate. C'est mieux, dit papa, se rasseyant. Maintenant, nous pouvons passer une soirée normale. Maman sourit, approbatrice. Un peu de discipline. C'est ce dont tu as besoin. Marcus leva son verre de vin vers papa, pour avoir enfin mis les points sur les i. Je me levai sur des jambes tremblantes. Je devais aller à ma voiture, à mes médicaments d'urgence, à mon téléphone pour appeler le docteur Chin. C'est alors que j'entendis sa voix. Excusez-moi. Le docteur Sarah Chin se leva de sa table, de l'autre côté du restaurant. Elle avait 53 ans, mesurait 1,62 m et commandait une autorité absolue dans chaque pièce où elle entrait. Ce soir-là, elle portait une élégante robe bleu marine, son badge d'hôpital toujours accroché à son sac à main. Elle marcha directement vers notre table. Je suis le docteur Sarah Chin, chef de cardiologie à l'hôpital presbytérien. Je traite l'insuffisance cardiaque sévère de votre fille depuis 9 ans. Le visage de papa devint rouge. C'est un dîner de famille privée. Ce que vous venez de faire, cacher ces médicaments, est de la négligence criminelle envers une personne handicapée. La voix du docteur Chen était froide et claire. Chaque mot résonnait dans le restaurant silencieux. Ce médicament prévient les arythmies mortelles, les accidents vasculaires cérébraux et la mort cardiaque subite. Elle sortit son téléphone et afficha mon dossier médical. Elle l'avait consulté depuis la base de données de l'hôpital. Emma Richardson, 28 ans, cardiomyopathie dilatée avec une fraction d'éjection de 28%. Cela signifie que son cœur pompe à environ la moitié de la capacité d'une personne en bonne santé de son âge. Elle prend cet médicament 4 fois par jour pour maintenir son cœur dans un rythme viable. La bouche de maman s'ouvrit. Mais elle a l'air bien. Maladie invisible, Madame Richardson. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir son muscle cardiaque endommagé qu'il ne défaille pas. Le docteur Chin se tourna vers papa.
Les médicaments que vous venez de jeter, des bêta-bloquants pour contrôler son rythme cardiaque, des inhibiteurs de l'ECA pour réduire la tension sur son cœur, des anticoagulants pour prévenir les caillots sanguins qui se forment lorsque son cœur ne pompe pas efficacement. Des diurétiques pour prévenir l'accumulation de liquide qui noirait ses poumons de l'intérieur. Elle exagère, dit Marcus faiblement. Le docteur Chin afficha une autre image sur son téléphone, un échocardiogramme montrant mon cœur dilaté et faiblement contracté. Cela ressemble-t-il à une exagération? Ceci provient de sa dernière imagerie cardiaque il y a 3 semaines. Son ventricule gauche est sévèrement dilaté. Sa valve mitrale présente une régurgitation modérée. Elle est en fibrillation auriculaire environ 40% du temps malgré une médication maximale. Le gérant du restaurant s'approcha nerveusement. Le docteur Chin leva une main. Appelez le 911. Cette patiente a besoin d'une surveillance cardiaque immédiate après avoir manqué sa dose de médicaments et subi un stress important. Appelez également la sécurité de l'hôpital. Je suis une personne tenue de signaler et je signale cet incident au service de protection des adultes. Le visage de papa passa du rouge au pâle. Maintenant, attendez 1 minute. Vous avez jeté des médicaments qui maintiennent votre fille en vie. Vous l'avez psychologiquement maltraitée pendant 9 ans, lui disant que sa grave maladie cardiaque documentée était fausse. La voix du docteur Shen coupait comme un scalpel. Emma a été hospitalisée 14 fois. Elle a failli mourir 2 fois. Elle nécessite des soins spécialisés continus qui coûtent plus de 180 000 $ par an en frais médicaux. Elle ne travaille pas, protesta maman. Elle reste juste à la maison. Elle est handicapée, médicalement handicapée. Elle ne peut pas occuper un emploi traditionnel car l'effort physique pourrait la tuer. Le docteur Chin se tourna vers moi. Emma, où sont tes médicaments d'urgence? Voiture, réussis-je à dire. Mon cœur battait irrégulièrement maintenant. Ce battement dangereux que je connaissais trop bien. Le docteur Chin se tourna vers le gérant. Appelez le 911 maintenant. Elle entre en FA. Le gérant courut vers le téléphone. Jessica se leva, son visage horrifié. Oncle Robert, qu'as-tu fait? Le docteur Chin récupéra mes flacons de médicaments de la poubelle. Heureusement, la poubelle ne contenait que des serviettes en papier. Elle ouvrit le flacon de bêta-bloquant et me tendit ma dose avec son verre d'eau. Prenez ça maintenant. Je le fis, la main tremblante. Les ambulanciers arrivèrent en 8 minutes. Ils me branchèrent immédiatement à un électrocardiogramme portable. La lecture montra exactement ce que j'avais ressenti, fibrillation auriculaire avec réponse ventriculaire rapide. Mon rythme cardiaque était de 187 battements par minute et complètement irrégulier. Nous devons la transporter, dit le chef ambulancier. Madame, avez-vous été soumise à un stress important? Avant que je ne puisse répondre, le docteur Chin s'avança avec son téléphone. J'ai été témoin de tout l'incident. Son père a délibérément caché ses médicaments cardiaques et a causé une détresse émotionnelle importante. J'ai ses actions en vidéo. Je ne l'avais même pas vu enregistrer. L'expression de l'ambulancier se durcit. Monsieur, vous allez devoir venir à l'hôpital et parler à l'équipe de services sociaux. Je ne vais nulle part, dit papa. C'est ridicule. Elle va bien. Elle est en FA à 187, dit l'ambulancier d'un ton neutre. Si cela ne se convertit pas dans les 30 prochaines minutes, elle aura besoin d'une cardioversion. Ce sont des chocs électriques pour redémarrer son cœur. Cela vous semble-t-il bien? Le restaurant était devenu complètement silencieux. D'autres convives enregistraient avec leur téléphone. Tandis qu'il me chargeait sur le brancard, le docteur Chin se pencha. Je vous tiens, Emma, et je porte plainte. Le trajet en ambulance fut un flou d'équipements de surveillance et de 4 lignes intraveineuses. Ils m'ont administré de l'adénosine pour essayer de convertir mon rythme. J'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait complètement pendant 3 secondes avant de s'emballer à nouveau. Cela n'a pas fonctionné. À l'hôpital, ils m'ont préparé pour la cardioversion. J'y avais déjà eu recours 2 fois. Ils vous sédatent, délivrent des chocs électriques contrôlés pour réinitialiser votre rythme cardiaque et espèrent que cela fonctionne. Je me suis réveillé dans l'unité cardiaque 2 heures plus tard, avec un rythme normal et le docteur Chin assise à côté de mon lit, tapant sur son ordinateur portable. Bienvenue, dit-elle. Vous avez converti au 2e choc.
Votre famille stable parle actuellement avec la sécurité de l'hôpital, les services sociaux et 2 policiers. Le docteur Chin ferma son ordinateur portable. Emma, je documente la maltraitance médicale de votre famille depuis 9 ans. Chaque fois que vous m'avez dit qu'ils ne croyaient pas à votre diagnostic, chaque hospitalisation qu'ils ont ignorée, chaque anniversaire pour lequel ils vous ont reproché d'avoir gâché. Tout est dans votre dossier médical en tant que facteurs psychosociaux affectant votre santé. Vous les avez enregistrés? Oui. Je dînais avec ma femme quand j'ai vu votre famille arriver. Je me suis positionné là où je pouvais intervenir si nécessaire. Elle afficha la vidéo sur son téléphone. Cela montre clairement votre père jetant vos médicaments après que vous les ayez réclamés. C'est une agression sur une personne handicapée et de la négligence criminelle. Il ne voulait pas. Emma, arrêtez de les protéger. La voix du docteur Chen était douce mais ferme. Votre père vous a délibérément empêché de prendre des médicaments salvateurs. Vous êtes entré dans une arythmie dangereuse qui a nécessité une cardioversion d'urgence. Ce n'est pas un désaccord familial. C'est un crime. Un policier frappa et entra. Il avait la quarantaine, avec des yeux bienveillants. Madame Richardson, je suis l'officier Martinez. Je dois prendre votre déposition concernant l'incident de ce soir. Je lui racontai tout. Les années de déni, la confrontation de ce soir, papa jetant mes médicaments. La vidéo du docteur Chen corrobore votre récit, dit l'officier Martinez. Nous allons porter plainte pour agression sur personne handicapée et mise en danger imprudente. Le procureur décidera s'il y a lieu de poursuivre. Mon père pourrait aller en prison. Oui, dit simplement l'officier Martinez. Ce qu'il a fait aurait pu vous tuer. Après son départ, le docteur Chin approcha une chaise. Je dois vous dire quelque chose. Vos dossiers médicaux ne racontent qu'une partie de votre histoire. Je vous ai cherché après que votre famille ait quitté le restaurant. Elle tourna l'écran de son ordinateur portable vers moi. Il montrait le site web de mon auteur, ma fondation, l'article de Forbes qui m'avait qualifié de voix montante dans la défense des patients. Pourquoi ne leur avez-vous pas dit? Demanda-t-elle. Parce qu'ils ne le croiraient pas non plus, dis-je doucement. Pour eux, si je suis malade, je ne peux pas réussir. Les deux ne peuvent pas coexister dans leur esprit. Alors, j'ai cessé d'essayer de prouver quoi que ce soit. Le docteur Chin hocha lentement la tête. Je témoignerai à l'audience. J'apporterai 9 ans de dossiers médicaux et j'appellerai toutes les conférences médicales où vous avez pris la parole pour fournir des déclarations de moralité. Votre famille va apprendre exactement qui vous êtes. L'audience préliminaire eut lieu 3 semaines plus tard. J'étais assise dans la salle d'audience, vêtue de ma plus belle robe, mon étui à médicaments dans mon sac à main et mon moniteur cardiaque sous ma blouse. Le docteur Chin était assise dans la section des témoins avec un épais dossier de dossiers médicaux. L'avocat de papa tenta de faire valoir qu'il s'agissait d'un malentendu familial. Puis le docteur Chin prit la barre pendant 45 minutes. Elle présenta méthodiquement mon historique médical. Elle montra des images d'échocardiogramme, des tracés d'électrocardiogramme, des dossiers d'hospitalisation. Elle lut à haute voix des notes de mon dossier documentant le refus de ma famille d'accepter mon diagnostic. En 9 ans de traitement de Madame Richardson, sa famille n'a assisté à aucun rendez-vous de cardiologie. Ils lui ont rendu visite à l'hôpital 2 fois sur 14 admissions. Ils lui ont constamment dit que son insuffisance cardiaque documentée était dans sa tête ou pour attirer l'attention. La voix du docteur Chin était clinique et dévastatrice. La nuit de l'incident, M. Richardson n'a pas seulement caché des médicaments. Il a délibérément empêché sa fille de prendre des médicaments qui préviennent la mort cardiaque subite. Ces actions ont directement causé une arythmie potentiellement mortelle. Elle passa la vidéo. La salle d'audience regarda mon père jeter mes médicaments. Le vit refuser de les rendre. Me vit lutter pour respirer pendant que ma famille portait un toast à son anniversaire. L'expression du juge se durcit. Puis le procureur m'appela à la barre. Madame Richardson, pouvez-vous expliquer à la cour ce qui se passe si vous manquez vos médicaments? Je m'y étais préparé. Dans les 2 à 4 heures, mon rythme cardiaque se déstabilise. Je développe une fibrillation auriculaire où les oreillettes de mon cœur tremblent au lieu de battre correctement. Si cela continue, des caillots sanguins peuvent se former.
Ces caillots peuvent voyager jusqu'à mon cerveau et provoquer un accident vasculaire cérébral. Le rythme irrégulier peut également déclencher une tachycardie ventriculaire, ce qui est immédiatement mortel. Et manquer une dose peut provoquer cela? Oui, mon cardiologue le décrit comme marcher sur un fil de fer. Les médicaments me maintiennent en équilibre. Manquer des doses signifie tomber. Que voudriez-vous dire à votre père? Je regardais papa. Il fixait la table, son avocat chuchotant avec urgence. Je voulais que vous me croyiez, dis-je doucement. Pendant 9 ans, je voulais que vous croyiez que j'étais malade, que je faisais de mon mieux, que je n'avais pas choisi cela. Mais vous étiez si déterminé à penser que j'étais faible que vous n'avez jamais vu ce que j'ai réellement construit. Le procureur introduisit les preuves que j'avais fournies, des copies de mon livre, mes engagements oraux, le rapport annuel de la fondation montrant 3,2 millions de dollars levés. Madame Richardson a été nommée dans le classement Forbes 30 Under 30 pour la santé. Elle a pris la parole à la Mayo Clinic, à Johns Hopkins et au NIH sur les soins centrés sur le patient. Elle a bâti une organisation à but non lucratif qui a aidé près de 1000 familles confrontées à la faillite médicale. Le procureur regarda papa. Tout cela en gérant une condition qui pourrait la tuer n'importe quel jour. Maman commença à pleurer dans la galerie. Le juge fixa les conditions de la libération sous caution. Papa ne pouvait pas me contacter, ne pouvait pas s'approcher à moins de 500 pieds de moi et devait suivre un programme d'intervention contre la violence familiale. Les accusations d'agression seraient jugées. 6 mois plus tard, je me tenais à un pupitre lors de la conférence annuelle de l'American Heart Association. Le Dr Chin m'avait invité à prendre la parole lors d'un panel sur les maladies invisibles et la dynamique familiale. Avoir une maladie chronique ne signifie pas que vous ne pouvez pas construire une vie significative, dis-je au public composé de 400 cardiologues, infirmières et défenseurs des patients. Cela signifie que vous construisez différemment. Je ne peux pas travailler 60 heures par semaine. Je ne peux pas gravir des montagnes. Je ne peux pas faire beaucoup de choses que les personnes en bonne santé tiennent pour acquises. Je passais à la diapositive suivante. Une photo de l'équipe de ma fondation distribuant des chèques d'aide aux factures médicales. Mais je peux utiliser mon expérience pour aider les autres. Je peux écrire, je peux parler, je peux plaider, et je peux construire quelque chose qui compte. Après le panel, le Dr Chin me trouva dans le couloir. L'avocat de votre père a pris contact. Il veut un règlement, achèvement du programme d'intervention, excuse formelle et pas de contact à moins que vous ne l'initiiez. Qu'en pensez-vous? Je pense, dit le Dr Chin avec prudence, que vous avez passé 9 ans à essayer de prouver votre valeur à des gens qui refusent de l'avoir. La question est de savoir si vous avez encore besoin de leur validation. J'y réfléchis. Non, je n'en ai pas besoin. Alors acceptez le règlement. Allez de l'avant. Continuez à construire. Cette nuit-là, j'ai mis à jour le site web de ma fondation avec des photos de la conférence. Mon téléphone a vibré. Un email d'une femme dont la fille venait d'être diagnostiquée avec la même maladie que moi. Votre livre nous a sauvés, a-t-elle écrit. Notre famille la croit maintenant. Merci de partager votre histoire. J'ai souri et j'ai commencé à taper une réponse. Mon moniteur cardiaque émettait son rythme régulier à côté de moi. Les flacons de médicaments étaient soigneusement rangés. Mon corps était toujours brisé d'une manière qui ne guérirait jamais complètement. Mais j'avais construit quelque chose de plus fort qu'un cœur parfait. Une vie qui comptait. Le succès à mes propres conditions. Et la certitude absolue que je n'avais besoin de la permission de personne pour exister exactement comme j'étais. Le visage de papa pâlissant à cette table de restaurant n'était pas la victoire. Ceci l'était.